Salut tout le monde, Coach Sim pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je me suis fait envoyer cette semaine une vidéo TikTok d'un coach qui faisait une reaction à un autre coach. Fait que ça va être une vidéo d'une reaction à une reaction, ça va être écœurant. En fait, c'est que je me suis fait envoyer cette vidéo-là par plusieurs coachs et il y a plusieurs coachs qui sont proches de moi qui ont répondu à cette vidéo-là aussi. J'ai absolument rien contre le gars personnellement, je le connais honnêtement pas, j'avais jamais entendu parler de lui avant cette vidéo-là. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de mes informations dans ses propos, dans ce qu'il dit. Puis c'est drôle parce qu'il corrige, en tout cas il pense qu'il corrige quelqu'un. Ceci dit, il se met dans la marde plus qu'autre chose avec ça. Fait que rien de personnel contre le coach, comme je dis, je sais pas c'est qui. Je vais vraiment juste corriger le tir sur une coupe d'affaires, sauf que moi je vais apporter beaucoup d'études et de preuves à l'appui juste pour faire en sorte que justement mes arguments vont peut-être avoir un peu plus de poids. Encore une fois, le but c'est pas d'attaquer personne, je veux pas que quelqu'un voit cette vidéo-là puis commence à l'envoyer chier puis dire que c'est un cave, c'est pas ça le but. L'idée c'est qu'on est tous là pour apprendre, on est tous là pour essayer d'être un peu meilleur. Fait que l'idée c'est vraiment juste de s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde avec ça. Donc aujourd'hui, petite vidéo d'un prénommé Gabriel L'Espérance qui va faire une vidéo réaction à un dude qui nous parle de meilleur rep range pour l'hypertrophie. Montrer la raison pourquoi tu grossis pas et quoi faire à la place. L'industrie du fitness aime vraiment ça compliquer la prise de masse pour rien, mais la réalité, c'est que pour grossir tes muscles le plus vite possible, tu as juste besoin de devenir fort le plus vite possible. Et devenir fort avec des séries de 12 reps et plus, c'est très difficile à faire. Donc, il faut choisir un nombre de reps qui permet une surcharge progressive facile. Alors, baisse tes reps faisant 4 à 8, mais augmente le poids. Puis ton seul objectif, c'est d'ajouter une rep à toutes les semaines. Dès que tu peux faire 8 reps, ajoute encore un peu de poids. Je te donne un exemple de programme gratuit dans les commentaires. Donc, save la vidéo, tu pourrais peut-être t'abonner pour plus de trucs gratuits. Bon, jusqu'à date, je suis quand même... En tout cas, ça, on s'entend, c'est pas... Gabriel n'a pas commencé à parler encore. Il va commencer à parler sous peu. Mais à date, de façon générale, je suis quand même très d'accord avec ce qu'il dit. Je vais expliquer un peu plus pourquoi dans le reste de la vidéo, mais il y a quand même beaucoup de recherches derrière ça. C'est pas juste quelque chose qu'il va proclamer comme pour le fun. Il y a beaucoup de recherches qui vont supporter ses arguments, mais on va regarder un petit peu plus en détail le pourquoi je suis pas d'accord avec ce que Gabriel va lui répondre. Tu commences ton vidéo en disant que l'industrie du fitness aime complexifier le processus de prise de masse. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'industrie du fitness contient beaucoup d'entraîneurs qui aiment faire croire qu'eux ont la solution. Mais là, par exemple, il y a quand même pas tort là-dessus. Ça, c'est une affaire qu'on voit beaucoup dans l'industrie du fitness. Beaucoup d'entraîneurs, de personnes en général dans l'industrie du fitness, sur les réseaux sociaux, vont prétendre avoir la solution miracle ou l'affaire qui va faire en sorte que vous allez avoir plus de résultats qu'avec cette personne-là que vous auriez jamais eu avec personne. Ultimement, il y a plusieurs chemins pour se rendre à Rome. Il y a un paquet de façons d'atteindre les mêmes résultats. Fait que non, il n'y a personne qui a de solution miracle. La solution miracle n'existe simplement pas. Ceci dit, il y a quand même des solutions qui fonctionnent un peu mieux que d'autres pour certaines personnes et pour d'autres. Comme je disais, de façon générale, je suis quand même très d'accord avec ce que le premier coach disait. Un peu moins avec ce que Gabriel va dire. Il y en a beaucoup aussi qui vont parler à travers leur chapeau. Des pseudo-coachs et des wannabe experts qui sont rapidement entraîneurs parce qu'ils ont un minimum de shape. J'en vois trop souvent, et là je m'excuse, c'est pas toi que je mets sur le spot, c'est ton vidéo, mais c'est le concept derrière ton vidéo. Je veux expliquer, je vais utiliser pour pas que tu penses que c'est une guerre d'opinion, ça va être une guerre de paix. On va parler ici de Charles Poliquin. Charles Poliquin est un entraîneur québécois, mais qui a été une des sommités mondiales comme coach. Il a entraîné plusieurs athlètes de haut calibre niveau mondiaux également. Et il y a eu plein de concepts de l'entraînement qui nous viennent de lui ou qui l'a poussé plus loin par lui-même. Notamment des concepts très de base. Ça, Personal Training Manual, c'est un des cours de base qu'on fait pour commencer à être entraîneur. Si on va au niveau des concepts, des répétitions... Fait que je vais juste faire une petite parenthèse avant qu'il continue, là. T'es en train de parler de Charles Poliquin comme étant une des sommités en entraînement, ce qui est tout à fait vrai. Charles Poliquin est définitivement une sommité en entraînement. Mais t'es en train de parler du fait que tu vas faire ces cours quand tu débutes ta carrière d'entraîneur et tu utilises ça comme premier argument pour démentir une vidéo. Un gars, pas un paquet d'études d'accumuler sur un paquet d'années, tu vas parler de un gars qui est une sommité juste parce que c'est une sommité. Je vais faire un premier point tout de suite, puis ça, c'est pas spécifique à lui. C'est pas spécifique à lui, c'est quelque chose que vraiment beaucoup de gens vont faire. L'appel à l'autorité n'est pas un argument scientifique. L'appel à l'autorité n'a aucun poids. Ce qui veut dire que faire un argument basé seulement sur le fait que quelqu'un, une sommité, le faisait, ça vaut pas grand-chose. Dr. Layne Norton, qui est un docteur en nutrition que beaucoup de gens connaissent, très, très, très reconnu, bien renommé et a une très grande notoriété dans le monde de
fitness, wellness et particulièrement le monde de la nutrition, avait dit lui-même à un moment donné, il s'était fait poser, il faisait un Q&A puis il s'était fait donner un commentaire par quelqu'un où la personne lui disait « Je sais que toi, peu importe ce que tu dis, je peux lui faire confiance, peu importe c'est quoi. » Puis il avait répondu en disant « Je suis super flatté, c'est très gentil de dire ça, mais il dit « Tu devrais faire confiance aveuglément à personne, m'incluant. Il n'y a personne qui a la science infuse. Tout le monde est sujet à se tromper, même si c'est des sommités. » Ça veut dire que Charles Poliquin aussi a place à l'erreur. Et Charles s'est trompé sur bien des affaires aussi. Si on regarde des sommités genre Honey Rambod, qui est probablement le coach de bodybuilding le plus renommé de tous les temps. Il a fait gagner je ne sais pas combien d'Olympia à ces gars, le coach de Chris Bumstead actuellement, très populaire pour sa technique d'entraînement qu'il a inventée qui s'appelle le FST7, qui consiste à faire dans un workout 7 séries de 8 à 12 répétitions sur un exercice, incluant des étirements entre chaque set. Donc le FST7 pour Fascia Stretch Training, l'idée c'est qu'il dit qu'il veut étirer le fascia entre chaque série une fois qu'il est engorgé de sang. Et ça aurait supposément des excellents gains. L'affaire avec ça, c'est que c'est ultra difficile de débattre quelque chose comme ça avec une sommité comme Honey Rambod parce qu'il a fait gagner je ne sais pas combien d'Olympia à je ne sais pas combien de gars. Ceci dit, on a littéralement une étude qui a regardé ça où il avait fait passer un entraînement, entre guillemets, régulier versus le FST7 à 29 personnes qui avaient déjà de l'expérience en entraînement et ils n'ont vu vraiment aucune différence entre les deux. Il n'y aurait pas eu des meilleurs gains en termes de prise de masse en faisant le FST7. Fait que ça, c'est le bout où tu regardes ça et tu es comme, OK, est-ce que c'est le FST7 qui est particulièrement efficace ou est-ce que c'est le fait que il coach parmi le 1% du 1% de la génétique puis ces personnes-là vont devenir immenses peu importe le style de training qu'ils font. Puis ça, c'est le bout où on le saura jamais. Puis c'est pas ça le point. Le point, c'est que c'est pas parce que c'est une sommité que automatiquement ça veut dire que tout ce qu'il dit est valable et que ça veut dire que tous ses propos sont applicables pour le vrai monde non plus. Fait que Charles Poliquin a eu bien des affaires qui ont été super populaires, qui ont fonctionné vraiment bien, mais il y avait des affaires sur lesquelles on sait qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins l'idéal aussi. Exemple, Charles Poliquin était très fort sur le low carb. Genre en bas de 10% de gras, t'as pas droit de carb. Ou presque. OK, mais comme il y en a qui répondent vraiment mieux à du low carb pour perdre plus de body fat, mettons que c'était ça leur objectif. T'es pas obligé d'avoir un body fat ultra bas pour mériter tes carbs. On a méta-analyse par-dessus méta-analyse aujourd'hui pour voir que low carb versus low fat, tant que les calories et les protéines sont égales, la perte de gras est la même aussi. Fait que son argument, il prend où? Son argument est parfaitement valide pour certaines personnes. Il y a certaines personnes que c'est vrai qui vont vraiment mieux performer et vraiment avoir des meilleurs résultats en étant low carb. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est applicable à tout le monde. Mais lui, il l'appliquait à tout le monde pareil. Un mentor qu'on avait eu chez Body Mechanics, qui était Étienne Asselin, qui est un excellent coach, nous parlait à un moment donné qu'il avait fait une formation avec Charles Poliquin où est-ce que il lui disait qu'il fallait étirer un peu l'intérieur de la cuisse pour faire en sorte que quand on faisait un squat, on n'avait pas tendance à avoir un valgus au niveau des genoux. Fait que ce qu'il a fait faire, c'est qu'il l'a assis sur une chaise. Il a demandé de mettre son pied assis à côté sur son genou. Puis il a littéralement poussé le plus fort qu'il pouvait pour essayer d'étirer son adducteur. Après ça, il lui a demandé de recommencer et faire un squat. Ça n'avait absolument rien changé. Puis il l'a juste comme scoff puis il a dit de retourner s'asseoir. Oui, Charles avait bien des affaires qui étaient très bien. Il y a bien des affaires qu'il a faites qui étaient probablement révolutionnaires à ce moment-là. Il était probablement avant-gardiste sur bien des affaires. Puis c'est pas parce que c'est une sommité qui a entraîné des Olympiens que tout ce qu'il dit, automatiquement, ça vaut de l'or. Juste garder ça en tête. Puis là, je parle de Charles Poliquin parce que Gabriel parle de Charles Poliquin, mais c'est valable pour n'importe qui. C'est pas parce qu'une personne a fait bien des affaires de bien que automatiquement tu peux croire tout ce qu'il dit et que tout ce qu'il dit est factuel. Et des métriques pour la prise de masse. Toi, tu dis de faire 4 à 8 répétitions, des séries de 12, c'est surtout pas pour la prise de masse. Prise de masse, le vrai terme, c'est hypertrophie. Hypertrophie, c'est ici, time under tension 40 à 70 secondes, reps suggéré 9 à 12, avec un 70 à 78% d'intensité. 40 à 70 secondes de time under tension, on va y revenir, et 9 à 12 reps. Donc, toi, tu es en train de me dire que Charles Poliquin, ainsi que la littérature scientifique de l'entraînement, c'est la totale bullshit pour y aller de 4 à 8 répétitions. Mettons que tu as raison. Tu as tort, mais mettons que tu as raison pour tes...
Non, t'as pas tort. Il a vraiment pas tort. Comme, moi, ça, c'est son point qui me fait rire. Il vient dire Charles Poliquin et toute la littérature scientifique a tort. Non, la littérature scientifique n'est pas d'accord avec Charles Poliquin en ce moment-là. 50 à 8 reps. Pour stimuler un muscle pour de la prise de masse, donc de l'hypertrophie, comme tu parles, oui, il y a le progressive overload, la surcharge graduelle, je suis d'accord. Sauf que faut que le stimuli envoyé au corps te demande d'être plus gros et non juste plus fort. Déjà, je fais une mini parenthèse qui n'a pas rapport. T'as voulu corriger prise de masse par hypertrophie, fait que je vais te corriger. On dit un stimulus, des stimuli et non un stimuli. Juste petit point technique. L'haltérophile, par exemple, va essayer d'être le plus petit possible et le plus fort possible. Donc, lui, il va faire des séries de 5, 3, 1, 4 dans les ranges que tu parles pour devenir très fort sans que son muscle veuille devenir très gros. Pourquoi son muscle ne devient pas très gros? Parce que le temps sous tension est trop court. Non, c'est pas pour ça qu'il devient pas très gros. C'est vraiment pas pour ça qu'il devient pas très gros. C'est parce qu'il mange pas en surplus calorique, majoritairement. Et l'autre affaire, c'est qu'un haltérophile a besoin aussi de ne pas prendre trop de masse musculaire parce que trop de masse musculaire implique qu'il va perdre de la mobilité. Fait que, tu sais, exemple, quelqu'un qui va faire un clean, tu veux pas avoir un énorme chest et des énormes biceps parce que attraper la barre ici avec une super grande vélocité va faire en sorte que ça va être exponentiellement plus difficile. C'est pas parce qu'ils font du low rep avec très haute charge qui prennent pas de masse, là. Il y a beaucoup d'haltérophiles qui vont être quand même très massifs parce qu'ils vont faire beaucoup de bodybuilding work en arrière. Mais c'est pas le fait de faire des très lourdes charges qui va faire en sorte que tu prendras pas de masse. C'est le fait que une des façons de prendre la masse musculaire, en fait, la façon de prendre la masse musculaire, c'est la tension mécanique. Et pour ça, il faut qu'il y ait une vélocité très basse. Ce qui veut dire que la vitesse à laquelle tu vas lever ta charge va être involontairement très lente. Donc, si la vitesse est ultra rapide, la tension est vraiment pas très élevée. Ce qui veut dire que tu regardes, exemple, un bench press, un one rep max, la vitesse à laquelle tu vas monter ta charge va être ultra lente. Mais c'est pas lent volontairement, c'est lent parce que la charge appliquée est tellement intense que tu dois activer toutes tes unités motrices et c'est là que la résistance devient de plus en plus lourde, c'est là que la tension devient de plus en plus élevée. Mais tu regardes un exercice comme un clean and jerk, un snatch ou des affaires comme ça, la vélocité est ultra rapide et la tension est beaucoup moins grande dans ce temps-là. Ça n'a rien à voir avec le fait de lever l'eau. Tu regardes un powerlifter, ça va être calissement plus massif. Pas autant qu'un bodybuilder parce que c'est pas ça leur but. Mais tu regardes un powerlifter, ça va quand même être de façon générale pas mal plus massif qu'un haltérophile. Pourquoi? Parce que eux, leurs reps sont plus lentes aussi. En même temps, un powerlifter, pourquoi ça serait pas plus gros qu'un bodybuilder si c'était juste une question de le vélo va te faire en sorte que tu vas devenir plus massif. C'est aussi une question que les powerlifters, leur but, c'est pas de se rendre à ou près de l'échec musculaire. Les powerlifters, souvent, là, ils vont faire bien du volume avec des, mettons, du 2 à 5 répétitions, mettons 1 à 5 répétitions, mais ils vont se tenir habituellement beaucoup plus loin de l'échec parce que plus tu te rapproches de l'échec, plus ça impacte ta récupération, mais plus ça impacte tes gains en force aussi. Plus tu te rapproches de l'échec, moins tu risques de lever l'eau. Ce qui veut dire que les powerlifters, souvent, vont se tenir à du 2 à 3 à 4, des fois même répétitions en réserve, juste pour essayer d'être le plus explosif possible. Fait que c'est comparer des pommes avec des poires avec des oranges. C'est pas la même game. Donc, le temps sous tension devant être de 40 à 70 secondes, c'est quoi ça, le temps sous tension? C'est la durée que ta série dure en secondes. Donc, toi, tu parles 4 à 8. On va couper au milieu 6. Ça veut dire que tes 6 répétitions doivent prendre au minimum 40 secondes. Si mes mathématiques sont bonnes, 6 fois 7 donne 42. Ça veut dire que tes répétitions doivent durer au minimum 7 secondes chaque pour que tu tombes dans le minimum du range qui demande de l'hypertrophie. Si tu fais une série de 12, tu peux faire tes séries en 4 secondes, descends en 3, remonte en 1, 12 fois 4, 48 secondes, tu es dans le rep range nécessaire, tu es dans le tempo nécessaire, le temps sous tension pour stimuler la masse musculaire. Ce que tu dis ne fait aucun sens selon la science du corps humain. Tu nous décris comment envoyer un signal. Ah, j'ai liké la vidéo sans faire exprès. Oui, il y a une surcharge progressive. Oui, tu as quand même un physique sur ta shape. Est-ce que c'est le résultat des produits? OK, là, c'est le bout où est-ce qu'on va commencer à name drop des études parce que, je m'excuse, mais ton argument fait aucun sens. C'est drôle parce que, moi, ce qui me fait rire, c'est que tu vas dire que la science n'est pas d'accord avec toi, mais ta seule citation, c'est Charles Poliquin et un livre qu'il a écrit. Ça, c'est pas la science. Ça, c'est un dude. Ça, c'est une sommité, certes, mais c'est un dude. Ça, c'est pas la science. Qu'est-ce qu'elle dit, la science, elle? C'est drôle. Il y a plusieurs méta-analyses maintenant, aujourd'hui, qui ont regardé l'impact de faire des basses répétitions
disons autour de 5, et faire des hautes répétitions jusqu'à 30, et qui ont déterminé que tant que la proximité à l'échec musculaire était la même, les résultats étaient les mêmes aussi. C'est drôle comment 5 répétitions et 30 répétitions te donnent les mêmes résultats, mais le temps sous tension est fucking différent entre les deux. Il y a peut-être un lien. Fait que c'est pas le temps sous tension. Le temps sous tension a été démenti, a été désapprouvé tellement de fois dans les dernières années que on dirait que ça me fait juste... On dirait que ce que tu me dis, c'est juste j'ai lu un livre en 2009 puis c'est ma dernière référence. Comme c'est plate, mais c'est ça. Parce que si on regarde une première méta-analyse en 2017 qui avait été sortie, qui a été menée par Brad J. Schoenfeld, qui est probablement un des plus gros... un des plus grands chercheurs dans le monde de tout ce qui est entraînement, fitness, hypertrophie, avait sorti une étude qui avait démontré qu'entre 5 et 30 répétitions, tu avais sensiblement les mêmes résultats en termes de prise de masse, tant que la proximité à l'échec musculaire était sensiblement la même. Ça, c'est en 2017, une méta-analyse sur 21 études. Je sais pas pour toi, moi je trouve que 21 études combinées ensemble qui arrivent à un consensus, c'est un peu plus de poids qu'un livre par un dude. Si on fast forward de 4 ans, il y avait une autre méta-analyse de là, 33 études qui est arrivée, encore une fois, à la même conclusion. Tant que la proximité à l'échec musculaire était la même, le nombre de répétitions changeait vraiment pas grand-chose en termes de prise de masse musculaire. Ce qui veut dire que tu peux faire 5 répétitions, comme tu pourrais en faire 20, comme tu pourrais en faire 12, comme tu pourrais en faire 30, si la proximité à l'échec est la même, les résultats, du moins à relativement court terme, sont quand même les mêmes. Fait que ton affaire de temps sous tension ne fonctionne pas. Parce que si c'était vraiment une question de temps sous tension, faire 5 répétitions, puis dans la majorité des études, les tempos, c'est pas des tempos qui sont ultra lents. C'est des tempos genre 1-0-1-0 ou 2-0, 2-0, des affaires de même au plus lent. Pour la majorité, je vais en montrer une autre tantôt que c'était pas ça, mais pour la majorité des études, les tempos, c'est pas des affaires qui sont ultra lentes. C'est pas du genre 4 secondes en descendant, 1 seconde en montant. Puis même si c'était le cas, même si c'était, mettons, du 4 secondes en descendant, 1 seconde en montant, avec 5 répétitions, 4 secondes en descendant, 1 seconde en montant, ça nous fait 5 secondes. Fois 5, ça nous mettrait 25 secondes. Fait que ton 25 secondes de temps sous tension te donne exactement le même résultat que ton 30 reps, ça marche pas, là. Fait que ton temps sous tension a absolument aucun rapport. Parce que si le temps sous tension était vraiment la clé numéro 1 pour prendre la masse, tout ce qu'on aurait besoin de faire, selon ce que tu dis avec Charles Poliquin, ça serait de faire un mouvement pendant 40 à 70 secondes et tu aurais des résultats. Indépendamment de la charge, ça fait aucun sens. Ça voudrait dire que je pourrais faire des lateral raises avec une canne de petits pois pendant 40 secondes, puis à un moment donné, j'aurais des résultats, même je serais capable de le faire pendant 5 minutes. Ça marche pas. Tu le sais comme moi que ça fait aucun sens. Sinon, n'importe qui pourrait prendre un fuck ton de masse juste à lever la plus petite affaire qu'il trouve pendant 40 à 70 secondes. C'est pas comme ça fonctionne. Il faut que tu mettes un certain niveau d'intensité. C'est pour ça que toutes les études qui démontrent des résultats sensiblement pareils, c'est toute une question avec une proximité à l'échec musculaire identique. Fait que si à 5 répétitions, tu te rends à l'échec, tu n'es plus capable d'en faire une, versus à 12 reps, tu n'es plus capable d'en faire une, versus à 30 reps, tu n'es plus capable d'en faire une, là, la proximité est la même et on peut parler de la même intensité. Mais ce n'est pas une question de temps sous tension. Parce que si c'était le cas, plus de reps donnerait régulièrement, pas régulièrement, mais si c'était le cas, plus de répétitions donnerait constamment des meilleurs gains que moins de répétitions en termes de prise de masse musculaire, ce qui n'est pas le cas. Si on regarde, exemple, une autre étude ici qui avait comparé 2 groupes, un avec plus haut volume, donc 4 séries de 10 à 12 répétitions, versus un autre groupe à plus haute intensité, donc 4 séries de 3 à 5 répétitions. Les 2 groupes ont fait les mêmes programmes d'entraînement sur 10 semaines, juste à des volumes différents, et le groupe qui avait fait la haute intensité, donc 3 à 5 répétitions au lieu de 10 à 12 répétitions, avait littéralement plus que le double des gains en termes de prise de masse musculaire et en termes de prise de force. C'est drôle parce que le temps sous tension était beaucoup moins grand dans le groupe à haute intensité. Ils ont quand même eu des vraiment meilleurs résultats. C'est drôle comment le temps sous tension, finalement, il n'y a peut-être pas de lien. On peut aussi voir dans cette étude-là qu'il avait comparé 2 groupes avec 2 tempos très différents. Donc, un avec un tempo relativement normal, disons plus ou moins 2 secondes d'excentrique et concentrique, et un autre avec un tempo ultra lent, donc un 10 secondes de concentrique et 4 secondes d'excentrique. Ce qui veut dire que c'était plus que 5 fois plus long dans le tempo qui était ultra lent. Et les résultats avaient été relativement similaires, sauf que dans le groupe qui avait un tempo plus rapide, il y avait eu des meilleurs gains en termes de force et avait stimulé un plus grand éventail de fibres musculaires. Encore une fois, c'est presque à croire que le temps sous tension, ça n'a pas rapport dans la prise de masse, parce qu'encore une fois, on en a un qui a un temps sous tension beaucoup moins grand et qui a sensiblement les mêmes résultats, voire des meilleurs gains en termes de prise de force, puis qu'on va stimuler un plus grand éventail de fibres musculaires. Tandis que l'autre avait un temps sous tension beaucoup plus élevé et il y a des moins bons gains.
C'est weird comment ça fonctionne, hein? C'est à croire qu'on a des études pour regarder ça. Une autre étude comme celle-là qui démontre que plus tu vas faire de répétitions et plus tu vas accumuler de fatigue, moins ton recrutement d'unités motrices va être élevé et moins tu vas être capable de stimuler d'hypertrophie avec les fibres qui ont un haut seuil d'activation, qui ont le plus grand potentiel de prise de masse. D'hypertrophie, je voulais pas t'offusquer. On a aussi des études comme celle-là qui regardent l'impact de haut volume, donc un peu plus de répétitions versus bas volume, donc évidemment plus basse répétition, l'impact que ça a sur la fatigue et à quel point est-ce que c'est plus long à récupérer. C'est drôle parce qu'on a longtemps dit que faire des plus basses répétitions avait tendance à créer une plus grande fatigue neurale, peu importe ce que ça veut dire. Puis finalement, on se rend compte que plus on va faire de répétitions, plus la fatigue dure et persiste longtemps. Donc si on regarde exemple celle-là, 2 groupes de personnes qui faisaient soit 8 séries de 10 répétitions ou 8 séries de 3 répétitions. Et on se rend compte dans cette étude-là que plus on faisait de répétitions, plus la fatigue perdurait longtemps dans le temps. Fait qu'encore une fois, ton affaire de temps sous tension, ça fonctionne pas. Parce que comme on peut voir de plus en plus à travers les multiples études, chose que tu aurais dû faire, mais ta seule référence, c'est un livre de Charles Poliquin, c'est que plus tu vas faire de répétitions, plus tu diminues le recrutement d'unités motrices, plus tu as de la difficulté à activer tes fibres à haut seuil d'activation, et plus tu vas augmenter ton niveau de fatigue qui va impacter négativement ta récupération. Est-ce que tu t'es entraîné différemment de ce que tu recommandes? I don't know. Est-ce que la surcharge progressive, c'est bonne? Sur ce point-là, t'avais pas tort. Mais de dire au monde que les séries de 12, c'est con, puis devrait faire des séries de 4 à 8, c'est totalement erroné. Ça, je suis quand même d'accord avec lui, dans le sens où je pense pas que ce qu'il disait, à moins que je l'ai mal compris ou que je m'en souvienne mal, je pense pas que ce qu'il a dit, c'est faire des séries de 12, c'est con. Je pense que ce qu'il a dit, c'est que si tu fais des séries de 12, tu pourrais potentiellement avoir des meilleurs gains si tu diminues un petit peu ton nombre de répétitions. Et là-dessus, je suis d'accord. Ceci dit, ça ne veut pas dire que faire des séries de 12, c'est une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de gain du tout si jamais tu fais des séries de 12. Je pense qu'on a assez de preuves pour démontrer que c'est faux. Encore une fois, dans les 2 méta-analyses que j'ai montrées tantôt, je disais qu'entre 5 et 30 répétitions, tu avais des résultats similaires. Ce qui veut dire que si tu en fais 12, techniquement, tant que la proximité à l'échec musculaire est la même, tu devras avoir des très bons résultats aussi. Ceci dit, une des affaires qui arrive, je crois, en faisant un peu moins de répétitions, c'est que tu as une plus grande facilité à atteindre ce que je vais mettre entre guillemets, vrai échec musculaire pour la simple raison que ta perception de l'effort va être un peu moins grande. Tu vas accumuler moins de fatigue, tu vas accumuler moins de dommages, tu vas accumuler moins de métabolites, fait que l'espèce de sentiment de brûlure. Parce qu'on s'entend que si tu fais 5 répétitions versus si tu en fais 15, ça va chauffer beaucoup plus quand tu vas en faire 15 que quand tu vas en faire 5. Fait que l'espèce de feeling de « je suis plus capable », ça chauffe, je suis tanné, est beaucoup plus présent quand tu fais plus de répétitions que quand tu en fais moins. Ce qui veut dire que quand tu fais moins de répétitions, tu es plus susceptible d'arrêter ta série vraiment parce que tu n'es plus capable que juste parce que ça chauffe et que tu es tanné de continuer. Fait que plus tu vas faire de répétitions, plus tu vas avoir l'espèce de feeling de brûlure et plus la demande en termes de cardio va être élevée. Surtout si tu fais un gros exercice comme un leg press, un bench, des pull-ups, des squats, des affaires comme ça. Des exercices où tu vas travailler avec plusieurs chaînes musculaires en même temps que tu vas déplacer beaucoup de charges. Si tu fais beaucoup de répétitions là-dessus, à un moment donné, le système cardiovasculaire finit par embarquer. Fait que là, est-ce que tu arrêtes vraiment parce que ton muscle est plus capable ou est-ce que tu arrêtes parce que ça chauffe puis que tu es tanné puis que ton système cardiovasculaire est juste en train de pomper puis là, tu finis par manquer d'énergie? Fait que faire moins de répétitions comme ça, ça n'enlève pas complètement, mais ça limite un peu les effets un peu plus, entre guillemets, négatifs qui pourraient venir avec le haut volume. C'est faux aux yeux de la science. Là, je t'ai parlé de Charles Poliquin, mais c'est pas le seul à dire ça. Et en plus, t'encourages les gens à mettre super... Il y a effectivement pas juste Charles Poliquin qui dit ça, mais la plupart du monde qui dit ça sont juste pas à jour dans la science. Présent sur des séries courtes. C'est des super bonnes façons de se blesser, des super bonnes façons de faire des mauvais mouvements. Puis à la vitesse que je te voyais mimer tes mouvements, t'avais pas un temps sous tension qui allait de 40 à 70 secondes. On s'en fout du temps sous tension, lâche ça! L'affaire aussi, ça c'est un point je pense qui est important de spécifier parce que c'est un argument que je vais entendre souvent. Le fait de lever lourd veut pas automatiquement dire que t'es plus à risque de te blesser. Si tu liftes pas comme un cave, c'est pas parce que tu lèves lourd que tu es obligé de soigner tes exercices comme un fou, puis que tu es obligé de soigner à gauche pas à droite, puis de faire des affaires tout croche. Tu es censé contrôler tes exercices avec la même qualité d'exécution que tu fasses 5 reps, que tu en fasses 10, que tu en fasses 20 ou que tu en fasses 30. Tu es toujours censé avoir un bon contrôle sur tes exercices. Si tu te blesses plus avec un peu plus de charge, c'est pas parce que tu as levé plus lourd, à moins que tu aies juste laissé ton ego prendre le dessus puis que tu aies mis anormalement plus lourd que ce que tu étais capable de supporter. Mais si tu lèves plus lourd, tu n'es pas nécessairement plus à risque de te blesser si tu liftes comme faut.
Je sais pas pourquoi les gens tiennent tout le temps pour acquis que lever lourd égale ego lifting, puis ça veut dire que tu vas soigner tes affaires, puis ça veut dire que tu vas faire tes affaires tout croche. C'est pas censé être ça, lever lourd. Tu peux faire 5-6 répétitions super lourdes avec un super bon contrôle. Idéalement, prioriser des machines pour t'assurer que si tu te pousses à ou près de l'échec musculaire, le mouvement va être assisté, donc moins de risque de compenser, moins de risque de blessure. Si jamais tu fais un leg press et que tu n'es plus capable de pousser, mais ça va à côté en bas, puis c'est le pire qui va arriver. Là, je veux dire, si tu fais un squat, ben là, tu as peut-être un peu plus de risque parce que si tu n'es plus capable, tu risques de compenser vu que tu n'as rien pour te supporter. Puis qu'à moins que tu aies des safety, ben ça se peut que la barre te tombe dans le cou. Mais si tu le fais sur des machines avec une bonne forme, il n'y a absolument aucune raison pourquoi tu te blesserais plus qu'avec des hautes répétitions. Sur des séries 4 à 8. Ta série 4, ça voudrait dire que chaque répétition dure au minimum 10 secondes. Pense pas que tu fais tes reps de bench en 10 secondes chaque. Non, définitivement pas, puis c'est pas nécessaire non plus. Il y plus. a beaucoup de gens. Puis là, pourquoi j'ai décidé de répondre à ton vidéo, c'est que ton vidéo, il y a plein de likes d'enregistrement et de share. Ça veut dire qu'il y a plein de monde parce que toi, t'étais convaincant dans ce que tu disais, qui ont écouté ça et ont fait « Ah, c'est moi je suis calme, dans le fond, on faisait des séries de 12. » C'est drôle parce qu'il y a plein de monde dans tes commentaires que c'est exactement ça. C'est plein de monde qui t'ont regardé, convaincant, puis qui sont comme « Ah, si, ben crime, je sais pas pourquoi je faisais du 4 à 8 répétitions, dans le fond, je faisais pas assez de temps sous tension. Hey, j'avais assez hâte que quelqu'un le reprenne, ce gars-là. » Mais non, il a pas démontré, il a pas name drop un paquet d'études comme je viens de faire, mais il avait raison pareil. Toi, ta seule référence, c'est Charles Poliquin, puis elle est pas bonne. Parce que t'as vu de bien pesant? Non, wrong. Mais moi, c'est ça qui me dérange de notre industrie du fitness. Il y a plein de millions de coachs, ça me dérangeait qu'il y ait des coachs. Après ça, je me suis dit, ben tant mieux, il y a plein de monde qui ont de l'intérêt pour notre domaine, ça nous fait croire, tant mieux. Non, il y a plein de monde qui, parce qu'ils ont un peu de shape, s'inventent entraîneur. Et là, ça, c'est exactement ce que tu viens de faire. C'est exactement ce que tu fais. Ta seule référence date de 2009. Comme, à un moment donné, tu peux pas dire que ça te fait chier que les gens qui sont moindrement en shape puis qu'ils sont pas vraiment des coachs vont faire du contenu puis ils vont essayer d'aider les gens quand c'est exactement ce que tu fais. J'aime que tu dis Charles Poliquin et les études, mais tu n'aimes aucune étude parce qu'il serait pas d'accord avec toi, à moins que tu regardes il y a genre 15 ans. Mais lui, par exemple, là, soudainement, ça fait pas ton affaire juste parce que ça fait pas avec ton bien émotif. Ça marche pas, là. Donner des conseils totalement erronés, même pas basés sur aucune fait science. Tout est comme bro science big, c'est ça qui marche. Bro science. C'est pas du bro science, c'est littéralement la littérature scientifique la plus récente auquel on a accès. Méta-analyse par-dessus méta-analyse qui démontre que peu importe le rep range, tant que la proximité à l'échec est la même, les résultats sont les mêmes aussi. Puis là, tu vas me dire que ça, c'est du bro science? Donc, 33 études faites à travers des années. Mais Charles Poliquin, par exemple, il a dit que le temps sous tension, c'était important. Fait que fuck la science. Tous les bodybuilders qui sont en shape, on parle pas de produits. Le produit pour produit naturel par naturel, là, font tous des reps de 10 à 12 en moyenne. Tout en dire, si tout le monde des caves, c'est 4 à 8. Selon la littérature, c'est pas ça. Puis selon tout le gros monde en shape, c'est pas ça non plus. Fait que ça me dérange parce que c'est de la mésinformation, c'est faux et c'est erroné. Puis il y a plein de gens qui s'en vont enregistrer ça, partager ça, ils vont dire les amis, hey, il y a un coach TikTok qui l'a dit, c'est pas bon les séries de 12, on est 4 les gars. Non, c'est pas bon des séries de 4 à 8 quand tu veux devenir gros. On augmente ça 9 à 12, puis prends ton temps avec un tempo bien contrôlé pour stimuler ton muscle de 40 à 70 secondes, c'est là que tu vas grossir. Je suis désolé, j'avais rarement fait ça, je pense que j'avais pas fait ça avant, mettre quelqu'un sur le spot, mais c'est de la mésinformation, c'est du partage. Moi non plus, honnêtement, j'avais presque jamais fait ça avant, fait que merci pour ta vidéo, mais on me l'a envoyé tellement de fois dans la dernière semaine que je pense que j'avais pas le choix. Puis c'est drôle parce que il y a plein de monde dans tes commentaires après ça qui ont répondu comme quoi « Ah, merci de l'avoir corrigé, c'est une bonne affaire, puis là, merci pour ça, c'est super cool. » Tu leur as tout répondu. Mais c'est drôle parce qu'il y a un paquet de coachs aussi qui t'ont répondu avec pas mal les mêmes arguments que je suis en train de te donner en ce moment, puis eux, t'es tout ignorés. C'est à croire que finalement, ben, t'avais juste pas fait ta recherche puis t'es pas prêt à accepter de la responsabilisation de ce que tu dis. Là. Information fausse pour aller chercher du fame, des vues puis des clics, puis tu partages de la mauvaise information. Ça instruit mal les gens qui vont répéter ça, qui vont reproduire ça, qui n'auront pas les résultats escomptés, puis qui augmentent les chances de se blesser. Mesdames et messieurs, restez informés, mais faites attention à ce que vous consommez comme knowledge. C'est pas parce que quelqu'un est convaincu qu'il dit la vérité. C'est ça le danger. C'est que n'importe qui peut dire n'importe quoi sur les plateformes. Moi, je vous dis souvent même les sources des informations que je vais chercher, soit les livres, soit les études, ou soit je vous ai cité des études que j'avais mentionnées, parce que j'aime vous parler de faits et non d'opinion. Ça, c'est une opinion que tu as racontée qui ne suit rien des faits scientifiques de Non, c'était des faits. Toi, ce que tu dis, c'est l'opinion d'un gars. Tu as répété l'opinion d'un gars. Tu n'as pas répété toutes les sources scientifiques qui ont mené à son livre. Tu as répété ce que lui a répété. That's it. Alors, mesdames et messieurs, je Bâtiment Tédlet, je me devais de corriger ce détail-là.
et de vous dire de faire attention à ce que vous consommez, pas parce que le gars est très convaincu que c'est nécessairement. Absolument. Fait que ben, tu sentais le besoin de le corriger. Moi, je sentais le besoin de te corriger. Fait que ça, c'est le bout où on va voir. Est-ce que tu es vraiment là pour aider les gens? Encore une fois, je suis pas là pour attaquer personne. Ça avait peut-être l'air comme ça. Puis pour vrai, je confirme que je me suis retenu. Mais c'est rien de spécifique à Gab. C'est rien de spécifique à qui que ce soit, dans le sens où il y a un paquet de monde, coach, personnes dans l'industrie du fitness en général, qui vont dire des affaires à gauche puis à droite qui n'ont pas nécessairement de fondement, et je pense que c'est important de le corriger, pas pour shame la personne qui le dit, mais pour s'assurer que le monde autour, le plus possible, vont avoir la bonne information. Et là, tu as essayé, en tout cas, tu as voulu, je crois, corriger quelqu'un pour que les gens aient la bonne information. Ceci dit, tu leur as donné l'opposé de la bonne information, comme on vient de voir avec le paquet d'études que je viens de dropper. Fait que ça, c'est le bout où on va voir. Est-ce que tu es vraiment là pour aider le monde, ou est-ce que tu es là parce que tu veux absolument avoir des likes et des views puis que le monde te voit comme étant le sauveur de tout le monde? Parce qu'en ce moment, si c'est vraiment ce que tu veux, d'aider les gens, tu vas faire tes études, tu vas faire tes recherches et tu vas te rendre compte que le temps sous tension, ça n'a absolument plus sa place dans la littérature. Et si tu veux vraiment aider le monde, tu vas te rendre compte qu'il y a une meilleure approche et que tu dois update tes sources. Fait que j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez quand même compris les affaires, j'espère que ça a clarifié certaines choses. Il n'y a absolument rien que je vais affirmer comme ça sans avoir un backup le plus solide possible. Fait que la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-là, c'est que justement, c'est des mentalités qui sont tellement arriérées de parler comme ça. J'apprenais ça dans mes formations de coach quand j'ai commencé, puis c'est juste plus valide, et ça ne l'était déjà plus à ce moment-là. Fait que ça, c'est le bout où c'est super important, c'est quelque chose que je dis souvent, faut qu'on continue de se former constamment. En tant que coach, c'est notre devoir de rester à jour le plus possible pour aider nos clients dans la mesure du possible, avec le plus d'outils et avec la plus grande facilité possible. Fait que essayez de shame un coach en lui disant que ce qu'il dit, c'est pas vrai pour ajouter de la mésinformation par-dessus, ça marche pas. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous vouliez en apprendre un peu plus, si jamais il y avait d'autres affaires que vous vouliez que je regarde comme ça, droppez-les en commentaire. Sinon, on se revoit pour un autre épisode la semaine prochaine.